Merci Hélène et bonjour à tous. Aujourd'hui, la plus grande rivale d'Athènes dans l'Antiquité grecque, Sparte. Passant, va dire à Sparte que nous sommes morts ici pour obéir à ses lois. Léonidas, à la bataille des Thermopyles, 480 avant Jésus-Christ. Ans d'histoire. Pendant plus de 200 ans, Sparte fut l'une des plus grandes puissances politiques et militaires de l'Antiquité grecque. Du 7e au 5e siècle avant notre ère, sur les rives de l'Eurotas, au sud du Péloponnèse, elle a construit un modèle de société égalitaire unique dans l'histoire. Basé sur l'exaltation des vertus militaires, sur la rigueur de l'éducation des enfants, sur l'exploitation des esclaves, les ilotes, et sur l'austérité de ses mœurs, le modèle spartiate nous fascine encore depuis plus de 2000 ans. Même si cette société aristocratique est à l'opposé de la ville où est née la démocratie, la grande rivale de Sparte, Athènes, qui au pire moment de son histoire, quand les Perses ont envahi la Grèce, savait faire appel à une des cités les plus puissantes du monde antique. Les forces athéniennes, sous les ordres de Miltiade, défendent Marathon contre un ennemi commun. Leur victoire dépend de nous. Athènes garde l'espoir de voir Sparte à ses côtés. Si nous ne nous unissons pas contre les Perses, il sera facile à Darius d'aller vaincre en premier Athènes, puis Sparte. Tu oublies donc, Russe, les querelles qui pendant des années ont divisé Sparte et Athènes. Les guerres qu'il nous a fallu subir, la méfiance, les offenses qui crient vengeance. Prétends-tu les effacer d'un seul trait pour nous entraîner dans une guerre? Et qui peut nous assurer de la bonne foi des Athéniens? Spartiates, nos deux cités sont les membres d'un même corps. À nous d'éviter la discorde et de conjuguer nos efforts, et la Grèce pourra vivre. Edmond Lévy, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier au Seuil un livre sur une des deux cités les plus célèbres du monde antique, la grande rivale d'Athènes, Sparte, qui depuis 2000 ans continue de fasciner les historiens. Comment se fait-il qu'un pays qui faisait, je crois, à peu près 8500 km², c'est-à-dire qui est plus petit que le département des Landes, ait pu prendre une telle place dans l'histoire de la Grèce et dans nos mémoires? D'abord, la Grèce antique et l'Europe contemporaine, ce n'est pas le même ordre de grandeur. Athènes, c'est encore beaucoup plus petit que Sparte, oui, puisque Athènes fait le tiers de Sparte. Pour la Grèce antique, le territoire spartiate est relativement très vaste par rapport à une simple cité, comme on en connaît des centaines. Si Sparte nous a intéressés, c'est qu'elle a aussi intéressé et passionné les anciens. Sparte a été un modèle ou un anti-modèle pour beaucoup de gens dans l'Antiquité. Pour les uns, alors il faut faire attention que là on est plus dans le domaine du mythe ou de la propagande que dans le domaine de l'histoire. Pour les uns, Sparte était un modèle d'égalité entre les citoyens. Alors nous savons que c'est tout à fait faux. On y reviendra de toute façon. Donc il faut peut-être le laisser de côté pour l'instant. D'autre part, donc égalité entre les citoyens. D'autre part, Sparte était aussi un modèle de militarisme, de discipline. Et le résultat, c'est qu'à l'époque contemporaine, Sparte a suscité l'admiration des deux extrêmes, puisqu'elle plaisait aussi bien aux hitlériens d'un côté qu'aux communistes de l'autre. Les uns admirant une discipline militaire et les autres un prétendu égalitarisme. Et pourtant, Edmond Lévy, je crois que votre livre est le premier qui a été écrit sur Sparte depuis presque un siècle. Oui, alors, pourquoi on manque de documents? Écoutez, nous avons des documents. Le problème, c'est que les documents dont nous disposons sont très souvent contestables. Nous avons des documents très importants dans une époque tardive. Considérez que la principale source sur Sparte, archaïque ou classique, c'est Plutarque qui écrit à l'époque impériale romaine. Donc, disons, lorsqu'on affirme quelque chose sur Sparte, on n'est jamais sûr que ce soit la réalité et non pas une reconstruction plus ou moins mythique. Et je pense que les historiens français ont eu peur de s'attaquer à Sparte. Les Anglais
eux, évoquent souvent Sparte, mais en rejetant généralement la documentation tardive, ce qui fait qu'ils reconstruisent un système qui est parfois contestable. À quand remonte l'histoire de Sparte, Edmond Lévy? Vous voulez dire quelles sont les origines? Quand est-ce que Sparte s'est peuplée? Quand est-ce que Sparte s'est créée? On appelait ça Lacédémone aussi, hein. Je crois que c'est... Oui, alors Sparte et Lacédémone, bon, ce n'est pas grave pour nous de les confondre, parce que les anciens confondaient déjà. Sparte, c'est une ville, c'est en même temps le centre des institutions. Lacédémone, c'est l'ensemble de l'État. Alors c'est quelque chose qui se confond, puisque, disons, le gouvernement est entièrement à Sparte. En tout cas, Homère en parlait déjà à l'époque de la guerre de Troie, quand le fils du dernier roi de Troie, Paris, était parti négocier la paix avec un État qui, selon Homère, était déjà une puissance. Paris, j'approuve tes plans. Embarque-toi pour Sparte. J'ai confiance, je sais que tu ne les supplieras pas de faire la paix. Je veux seulement convaincre les Grecs qu'étant donné notre immense puissance, il faut traiter avec nous. Moi, je les convaincrai. Avec une centaine de vaisseaux de guerre, j'irai réduire en cendres la ville de Sparte. Le navire de Paris est prêt à parier, Seigneur. As-tu consulté les dieux au sujet de la date et de l'heure? Les augures sont favorables, Seigneur, ainsi que les prophéties. Nous approchons de Sparte. C'est un pays de guerriers où l'on tient à mériter sa réputation de brave. Alors c'était un extrait de Péplum, Hélène de Troie, la femme d'un roi de Sparte légendaire, Ménélas, qui va partir donc en guerre contre Troie pour récupérer Hélène, enlevée par Paris. Autre grande différence avec Athènes, Edmond Lévy, c'est que Sparte est toujours restée une monarchie. Oui, enfin oui et non, parce que il y a toujours des rois à Sparte. En théorie, il y a aussi un magistrat d'Athènes qui porte le nom de roi. À Sparte, ce sont encore de véritables rois, mais avec un pouvoir limité. Deux rois. Hein. D'abord, il y en a deux, qui est assez original. D'autre part, le pouvoir des rois est limité par une sorte de sénat qu'on appelle la Guéroussie, qui est un ensemble de vieillards élus et très puissants, qui ont plus de 60 ans. Ce qui, à l'époque, était quand même énorme, parce qu'on n'avait pas une espérance de vie élevée. Bah, vous avez raison, mais... disons, je crois que quand on fait des statistiques sur l'espérance de vie, il faut tenir compte que l'élimination était très grande à la naissance, mais que ceux qui avaient survécu, disons, jusqu'à 30 ou 40 ans, pouvaient vivre aussi vieux que chez nous, et on a des généraux hellénistiques qui vont sur le champ de bataille à 80 ans et quelques. Alors ceux de la Guérousie, c'était les Gérontes, hein, c'était les Gérontes, c'était une espèce de sénat. Il y avait aussi un gouvernement avec des efforts, ce qu'on appelait des efforts, qui étaient des espèces de ministres, non? 5 efforts. Ministre, non, mais vous avez employé un mot très intéressant, c'est le mot gouvernement. Parce que pour nous, avoir un gouvernement, c'est quelque chose de tout à fait normal. Pour les Grecs, ça n'existait pas, sauf à Sparte. Et il faudrait se rendre compte que, par exemple, Athènes n'avait pas de gouvernement. Oui. Alors que les 5 efforts, collectivement, dirigeaient Sparte, bien entendu, avec le contrôle de la Guéroussie et, quand c'était nécessaire, le vote de l'Assemblée. Mais c'était eux qui, en quelque sorte, impulsaient la politique de la cité. Et c'est quelque chose de très moderne que les gens ne comprennent pas. Par exemple, Aristote considère que le pouvoir des efforts, c'est un pouvoir quasi tyrannique, justement parce que c'était une sorte de gouvernement. Alors des rois, des gérontes, des efforts, et puis vous l'avez dit, une assemblée. En fait, c'est de là qu'émane le pouvoir, Edmond Lévy, cette assemblée de citoyens spartiates qu'on appelait les homoioi, c'est-à-dire les égaux. Ça, c'est la grande originalité, bien sûr, de Sparte. Les égaux, ça c'est... Tous les citoyens étaient égaux. Oui, enfin, disons en théorie, d'abord, égaux, c'est une traduction traditionnelle, et vous savez que ça a été repris au moment de la Révolution française, mais la traduction la plus exacte serait semblable. Semblable. Or, ils ne sont pas égaux dans la mesure où ils n'ont pas, disons, le même revenu. Il y a des riches et il y a des pauvres, et ça, c'est le mythe qui prétend qu'ils sont tous au même niveau de richesse. Enfin, ils sont politiquement égaux puisqu'ils participent à l'Assemblée, qui s'appelle l'Appella. Oui. Ils sont surtout semblables parce qu'on leur impose la même tenue. Donc il y a, disons, plus de conformisme extérieur que de véritable égalité entre eux. Alors ce sont des citoyens quand même, hein. Or il y en a peu, hein. Ce sont plutôt les habitants de Sparte. Et alors s'ils sont égaux, il y en a qui sont, si les Spartiates sont égaux, il y en a qui sont plus égaux que d'autres, parce que ces homoioi sont plus ou moins égaux entre eux. Mais en revanche, dans cette société très hiérarchisée, en dessous d'eux, il y a des espèces d'esclaves qu'on appelle les ilotes. Oui, c'est un élément, disons, tout à fait caractéristique de Sparte. D'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure d'homoioi, je proposais la traduction par semblable, mais je pourrais presque aussi, si je voulais souligner le caractère
caractère aristocratique de Sparte, les appelait des pairs. Les pairs, ils sont égaux entre eux. Alors oui, bien sûr, PAIR. Les Ilotes, c'est quelque chose d'assez caractéristique. Ce sont des esclaves. Alors les esclaves, c'est pas anormal en Grèce, il y en a partout, mais ce sont des esclaves d'un type particulier, puisque ce sont des esclaves qui sont attachés à la terre et qui d'autre part ne sont pas des esclaves importés. C'est la population locale qui a été réduite, bon le terme vaut ce qu'il vaut, réduit à une sorte de servage. Et ils doivent fournir une part de leur récolte à leur maître. Ils font le boulot qui est interdit aux homoioi, aux égaux ou aux semblables, parce que les citoyens de Sparte, donc ces homoioi, n'ont le droit en fait que de porter les armes, ils peuvent pas cultiver la terre, ils sont pas artisans, ils sont pas commerçants, et au fond les ilotes font tout le boulot. Toute l'économie de Sparte reposait sur ces ilotes. Il y a aussi les périèques. Et les périèques. Alors quelle différence entre les ilotes et les périèques? Alors, les périèques, c'est une population libre. Donc ils ne sont pas du tout esclaves comme les ilotes, ils ont leur propre cité, dans lequel ils se gouvernent eux-mêmes, mais pour l'État lacédémonien, qui regroupe, disons, l'ensemble de cette population, ils sont soumis aux directives de Sparte elle-même, donc aux décisions prises par Sparte. Les efforts de Sparte peuvent arrêter des ilotes, des périèques, et donc ils sont, ils sont libres en ce qui concerne l'organisation interne, mais ils sont soumis à Sparte pour toute la politique étrangère, pour l'armée où ils doivent fournir des contingents, etc. Alors les citoyens, les ilotes, les périèques, c'est toute une société très hiérarchisée et organisée selon les principes d'un législateur légendaire, Lycurgue, dont les principes donc réglaient la vie de tous les habitants de Sparte. La revue de texte, Stéphanie Duncan. Oui, la légende de Sparte a été popularisée en grande partie par Plutarque, cet écrivain, dans sa vie de Lycurgue. Alors Lycurgue, d'après Plutarque, aurait créé un système social quasi parfait, tout entier voué à la vertu, un système qui à nos yeux d'aujourd'hui fait plutôt frémir, avec de faux airs communistes ou fascistes. La plus audacieuse des réformes de Lycurgue fut le partage des terres, affirme Plutarque. Pour bannir le vice et le luxe, la richesse et la pauvreté, il persuada les citoyens de mettre tout le pays en commun et de vivre tous égaux. Puis il décida que la monnaie n'aurait plus cours et il bannit les arts, inutiles et superflus. Il n'est pas question non plus à Sparte de faire des bons gueuletons. Les citoyens devaient se réunir pour manger la même pitance réglée par la loi. Il leur était interdit de manger chez eux, couchés devant des tables magnifiques, s'engraissant comme des animaux gloutons. L'éducation des enfants est aussi confié au groupe. Quand un enfant naissait, dit Plutarque, le père n'était pas maître de l'élever, il le portait dans un lieu où siégeaient les anciens. S'il était bien conformé et robuste, ils ordonnaient de l'élever. Si au contraire il était difforme, ils jugeaient qu'il valait mieux ne pas le laisser vivre et l'envoyaient au précipice du Tégète. Alors, à 7 ans, les garçons deviennent des petits soldats. Leur étude des lettres se bornait au strict nécessaire, et pas de lettres. Tout le reste consistait à apprendre à obéir, à supporter la fatigue et à vaincre au combat. On leur rasait la tête et on les habituait à marcher sans chaussures et à jouer nus. Et à 12 ans, ça ne s'arrange pas, les garçons apprennent à voler. Si le voleur est pris, dit Plutarque, sa punition est d'être battu et d'endurer la faim. Plutarque ensuite décrit la fameuse cryptie. Les chefs envoyaient sur le terrain les garçons les plus intelligents, avec des poignards et quelques vivres. Pendant le jour, ils restaient cachés, mais la nuit, ils descendaient sur les chemins et égorgeaient les ilotes qu'ils surprenaient. Alors, l'éducation est aussi sexuelle, en l'occurrence plutôt homosexuelle. Parvenus à cet âge, les jeunes gens trouvaient des amants qui s'attachaient à eux. Alors, les filles, elles aussi, sont élevées à la dure. Elles s'exercent à la course, à la lutte, au lancement de disques et du javelot, dit Plutarque. Mais ne croyez pas que ce soit pour leur plaisir. Lycurgue voulait que la semence de l'homme s'enracine fortement dans des corps robustes et que poussent de plus beaux germes. D'ailleurs, la nuit de noces chez les Spartiates est vraiment spartiate, justement. La marieuse rasait la tête de la jeune fille et la couchait sur une paillasse, seule dans le noir. Le jeune marié se glissait furtivement à l'intérieur et lui déliait la ceinture. Après avoir passé avec elle un temps restreint, il se retirait pour aller dormir là où il avait l'habitude, c'est-à-dire avec les autres jeunes gens. Extraordinaire l'éducation des jeunes Spartiates, Edmond Lévy. Du moins ceux qui survivaient, d'abord on l'a entendu, on éliminait les plus faibles, c'était de l'eugénisme. Oui. Oui, enfin, disons, c'est présenté comme cela, c'est tout à fait vraisemblable, du moins à une période où il risquait d'y avoir trop de Spartiates. Je pense qu'à l'époque plus récente, où au contraire le grand problème
et la diminution de la population, du nombre des citoyens, disons, cette élimination ne devait plus tellement se faire, et je pense que des gens un petit peu estropiés devaient continuer à vivre. Et puis à 7 ans, on les séparait carrément de leurs parents, hein, à partir de 7 ans, il n'y avait pas de vie privée, on encourageait même, je crois, non seulement était autorisé, mais on encourageait l'homosexualité, je crois que c'est ce que vous dites, pour au fond les entraîner à la solidarité au combat. Oui, c'est bon. Disons, l'homosexualité, c'est quelque chose qui a été assez discuté dans les textes antiques. C'est-à-dire, le problème est de savoir jusqu'où c'était admis. Donc, disons, des relations, disons, qu'on pourrait qualifier d'amoureuses entre un jeune adulte et un adolescent étaient tout à fait bien vues lorsque ça n'allait pas jusqu'au sexe. Quand ça allait jusqu'au sexe, il semble que, suivant les périodes, ça a été plus ou moins toléré. Enfin bon, c'est pas. Il y a des cités où, au contraire, par exemple, vous avez une cité comme Thèbes où il y a un bataillon sacré constitué de couples homosexuels. Alors eux, c'était vraiment poussé jusqu'à bout. À Sparte, c'est, disons. On insiste, disons, les laudateurs de Sparte suggèrent que ce n'est pas tellement sexuel, que ça s'arrête. Disons, il y a même un texte amusant qui dit qu'on mettait qui couchait l'un avec l'autre, mais en mettant une séparation entre les deux. Bien, cette institution extraordinaire dont vous parlez aussi pas mal dans votre livre, la cryptie, c'est-à-dire on nourrissait à peine les jeunes Spartiates, ce qui les poussait, parce qu'on les encourageait à le faire, à voler. Donc ils devaient se débrouiller eux-mêmes. S'ils étaient pris, on l'a entendu, hein, ils étaient châtiés, mais vraiment, au fond, on les éduquait comment dirais-je, pour qu'ils s'entraînent à eux-mêmes, pour se débrouiller eux-mêmes. Disons, bon, il y a deux éléments. Le vol, c'est, disons, quelque chose qui peut être approché de l'entraînement militaire. Il faut être capable de vivre sur le pays. Donc ça, et il semble d'ailleurs que le vol soit plus ou moins ritualisé, qu'ils ne volent pas tous les jours. Alors, la cryptie, elle, c'est quelque chose de différent. La cryptie, c'est... disons, c'est d'après mon interprétation, parce que là c'est un point discuté, la cryptie, il y a deux phases. Il y en a une où il s'agit de rester caché pendant 1 an en vivant sur le pays, ce qui est quelque chose d'extrêmement difficile, et il y a seul un petit nombre qui est astreint et un petit nombre qui réussit. Et une fois qu'on a réussi, on utilise ceux qui ont réussi pour faire la chasse aux ilotes et les massacrer. Et tout ça pour former les soldats les plus redoutables de la Grèce. On écoute un extrait d'un documentaire d'Anthony Geffen, Les Spartiates, qui sera diffusé samedi sur France 5. À l'âge de 20 ans, comme tous les jeunes Spartiates, Léonidas devient soldat. Son devoir, servir Sparte jusqu'à ce qu'il atteigne ses 60 ans ou jusqu'à sa mort. Chaque jeune homme porte le seul uniforme qui existe alors en Grèce, la cape rouge, symbole de Sparte. Il est conçu pour masquer le sang, le sien ou celui de ses victimes. Léonidas doit lui aussi se conformer à la règle, se laisser pousser les cheveux. Cet homme est terrifiant. Voyez sa carrure, sa longue chevelure, la couleur rouge sang de sa cape. Voyez le reste de la troupe qui attire l'attention. Le maître de l'univers. Si on en croit ce documentaire, Edmond Lévy, c'était une armée redoutable, l'armée spartiate, hein, les hoplites. Oui. Donc, les hoplites. Disons que pendant très longtemps, la phalange hoplitique spartiate était invincible dans le monde grec, parce qu'elle avait une cohésion extraordinaire. C'était en quelque sorte une armée professionnelle qui s'entraînait pendant des jours et des années en face d'armées de citoyens qui partaient au combat uniquement quand la guerre arrivait. Par les Athéniens, là. Même les Athéniens. Les Athéniens dominés par la marine. Si vous regardez la guerre du Péloponnèse, jamais Athènes n'a essayé d'affronter les hoplites spartiates. Et Spartiate qui était entraîné à une discipline absolue, un dévouement total à Sparte. Hein, il y a le célèbre épisode des Thermopyles avec le roi de Sparte, Léonidas, qui meurt aux Thermopyles devant une armée 1000 fois supérieure à l'armée spartiate, hein, pour obéir aux lois de Sparte, hein, comme on l'a entendu au début de l'émission. Et c'est une armée avec laquelle Sparte va commencer à conquérir tout le Péloponnèse, cette péninsule qui est au sud de la Grèce, en conquérant par exemple dès le 8e siècle la Messénie, hein, qui est à l'ouest
spécialistes du Péloponnèse, très riches en blé, très riches en ilotes, hein, en futurs esclaves. Mais alors, cela dit, les Spartiates ont vécu pendant toute leur histoire dans la hantise d'un soulèvement des Hoplites. Les Hoplites étaient infiniment plus nombreux que les citoyens spartiates. Les Ilotes, vous voulez dire. Les Ilotes, pardon, excusez-moi, les Ilotes. Les Ilotes étaient infiniment plus nombreux que les citoyens spartiates, et finalement, les Spartiates ont toujours eu peur d'une révolte, ce qui explique, au fond, le refus de l'expansionnisme, contrairement à Athènes. C'est vrai, cette question des Ilotes est une question essentielle, surtout depuis la grande révolte ilotique qui a eu lieu en 464. Je tombe qu'avant, on s'inquiétait pas trop. À partir de ce moment-là, c'est la terreur de la révolte ilotique, surtout dans la mesure où le nombre de citoyens ne fait que décroître, et il y a un passage de Xénophon qui est sans doute un petit peu exagéré, mais qui suggère que le rapport entre les Spartiates proprement dit et le reste de la population était de 1 à 100. C'est-à-dire un État, on pourrait considérer que Sparte c'est une sorte d'État constitué d'officiers, surtout quand vous êtes un peu tard dans le IVe siècle, et qu'il y a tout le reste de la population en face. Ce qui explique au fond que Sparte n'aimait pas beaucoup les expéditions à l'extérieur, elle préférait s'occuper des Ilotes, de leurs esclaves à l'intérieur, hein, qui risquaient de se soulever. Il y a juste eu un excès, disons, aux yeux des Spartiates. C'est au lendemain de la grande victoire sur Athènes. À ce moment-là, on se lance un peu partout, en Asie, en Grèce. Oui, alors justement, et c'est aussi, alors là, on n'est pas expansionniste, mais on se bat surtout pour la défense de la Grèce contre la plus grande menace, hein, qui est connue son histoire, l'armée perse de Darius qui débarquait à Marathon en 490 avant Jésus-Christ. À quoi penses-tu, Darius? Dans la puissance de mon armée. Tu verras que nous n'aurons même pas besoin de combattre. Ce sera une parade fastueuse, un triomphe. Les Perses ne sont qu'à 100 stades de nos murs. Sans aide, nous ne réussirons certainement pas à repousser Darius et ses hommes. Certes, s'il nous faut supporter seul le choc des assaillants, la résistance s'avère inutile. Mais pourquoi sembler désespéré, alors que d'autres légions non moins aguerries que les nôtres peuvent apporter leur aide? Vous ne croyez pas qu'avec l'aide de Sparte, la Grèce, une fois encore, sera sauvée? Et qui nous garantira l'aide de Sparte? Elle est comme nous, menacée. Après Athènes, Sparte subira le même sort que nous. Et après Sparte, toute la Grèce. Les Spartiates le savent. Les Spartiates se défient de nous. Alors c'était un extrait du film La bataille de Marathon à laquelle les Spartiates n'ont pas participé, hein, Edmond Lévy. Ils n'étaient pas à Marathon en 490. En revanche, ils seront, on vient de le dire, ils seront présents aux Thermopyles lors de la deuxième grande offensive perse des guerres médiques. Alors, à Marathon, c'est assez amusant. Les Spartiates sont arrivés en retard. Ils sont intervenus, mais ils sont intervenus le lendemain du départ des Perses et ils ont plus simplement salué les Athéniens. Mais il y a une thèse d'un historien anglais qui est fort intéressante, qui dit que les Perses ne sont pas, que les Spartiates ne sont pas arrivés en retard, mais avec humour, que les Perses sont partis en avance. Alors 10 ans plus tard, ils seront aux Thermopyles, hein, ils vont se faire massacrer, les 300 Spartiates de Léonidas vont se faire massacrer. Oui. C'est l'héroïsme des Thermopyles, mais Marathon, les Perses devaient savoir à quel moment les Spartiates arriveraient, et ils sont partis juste avant, parce que tout le monde savait à quel moment les Spartiates arriveraient, parce qu'ils étaient retenus à Sparte par une fête religieuse. Alors après les guerres médiques contre les Perses, il va y avoir la guerre civile entre Grecs, et c'est là l'apogée de la puissance spartiate, Edmond Lévy, quand Sparte va se battre contre toutes les cités grecques, dont Athènes. Oui, enfin là, disons, se battre contre toutes les cités grecques, il y en avait beaucoup qui étaient du côté de Sparte. Mais l'apogée de Sparte, c'est quand Sparte réussit à vaincre Athènes, donc en 404, et à ce moment-là, il y a véritablement une domination de Sparte sur la Grèce, parfois avec l'aide des Perses, ou parfois sans eux. Mais comment expliquer, justement, après cet apogée, au moment des guerres du Péloponnèse, le déclin très rapide de Sparte, disons, au IVe siècle avant notre ère? Vous dites que ce n'est pas seulement un déclin militaire, c'est d'abord une population de citoyens qui diminue très sensiblement, Edmond Lévy. Oui, voilà, disons qu'il y a, il y a eu des défaites militaires, mais il y avait quand même une cause générale qui a fait que Sparte n'a pas pu se redresser la barre. Et effectivement, une des grandes causes, c'est la démographie, diminution considérable du nombre des citoyens. D'autre part, ce sont, des questions sociales. Les deux sont liés. Puisque lorsque vous n'avez plus suffisamment de ressources, vous perdez votre qualité de citoyen de plein droit. Donc le problème social, c'est-à-dire certains qui deviennent très riches et
l'appauvrissement des autres contribue à la diminution du corps civique. Et puis il y aura une défaite, non pas contre les Athéniens, mais contre un général thébain, Épaminondas, qui va marquer la fin. Il y aura l'occupation romaine. La Sparte va devenir une petite ville parmi d'autres dans l'Empire romain. Est-ce qu'il reste des ruines? On a l'impression qu'il n'est rien resté, contrairement à Athènes qui a laissé le Parthénon, etc. De Sparte, il ne reste aucune espèce de trace visible de son histoire. Il reste des traces, mais pas grand-chose par rapport à Athènes. D'une part, parce que Sparte n'a pas eu l'éclat qu'avait à Athènes, et d'autre part, parce que, disons, le site de Sparte étant toujours occupé à l'époque moderne, il n'y a pas eu de fouilles sur l'ensemble du site. En tout cas, la ville reste dans les mémoires, et elle est restée très longtemps. Pendant la Révolution, par exemple, il y a des gens qui disaient, c'était Robespierre, Sparte c'est un modèle de société à suivre, les Girondins étaient contre. On a revu le même débat aussi au XXe siècle, les communistes glorifiant évidemment cette société qui était une des premières sociétés communistes de l'histoire, Edmond Lévy, d'une certaine manière. Oui, enfin, disons, une société qui, par ses thuriféraires, a été présentée comme une société égalitaire. Alors qu'en fait, ce n'était pas vrai. Il y avait, disons, si je devais la qualifier, c'est un peu méchant, je dirais que ce serait plus une société militaire qu'une société égalitaire. Donc l'égalité de la caserne, c'est pas toujours ce qui enthousiasme le plus. Merci Edmond Lévy. En tout cas, Sparte, on la retrouve dans votre livre, Sparte, histoire politique et sociale jusqu'à la conquête romaine. Le premier livre, la première histoire publiée en France depuis près d'un siècle, je disais tout à l'heure, donc un livre qui vient de sortir dans la collection Point Histoire du Seuil, écrit donc par Edmond Lévy, qui était mon invité aujourd'hui, et qui a également publié, toujours au Seuil, la Grèce au 5e siècle. À lire également Le Monde grec à l'époque classique de Patrice Brun, publié chez Armand Collin. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Hélène de Troie de Robert Wise, La bataille de Marathon de Jacques Tourneur, ainsi qu'un extrait du documentaire Les Spartiates d'Anthony Geffen, qui sera diffusé sur France 5 le 27 décembre à 9h50 et le 30 décembre à 0h35. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent, documentation Claire Destacan et Claire